C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à travers cette plateforme virtuelle. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons communiqué sur ce webinaire depuis un très bon moment de temps. Ce webinaire s'intitule Activer les bons leviers pour s'adapter aux nouvelles manières de gérer les projets. Et nous voulons ensemble discuter à travers notre intervenant qui va nous faire un peu ses retours d'expérience sur cette thématique qui, pour ma part, ça va être extrêmement importante pour chacun d'entre nous. Je comprends que par votre présence, et votre engagement, votre participation à cet événement, vous êtes dans un processus d'amélioration continue. C'est très bien parce que c'est ce que nous recommande la discipline dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je pense que sur une période d'1h30, on essaiera de pouvoir échanger, apprendre des uns des autres et éventuellement donner des contributions en phase finale de ce webinaire. Notre intervenant d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Yacouba Fofana. Il est consultant formation, formateur en gestion de projet. Et il vit en région parisienne en France, plus précisément. Il est également le président de la société YouPerform, qui a pour but en fait d'accompagner, de former, de conseiller des entreprises et des particuliers dans le pilotage de gestion de projet et surtout être capable d'avoir des retours sur investissement lorsqu'ils essaient de piloter des projets. Il faut dire un peu que son profil colle parfaitement avec le thème et je pense que nous, en tant que membres du chapitre PMA Sénégal, eux-mêmes non membres, c'est-à-dire participants à ce webinaire, je pense que nous sortirons très, très, très enrichissants de ce webinaire. Alors, le format de nos webinaires, comment est-ce qu'il se présente? Le speaker aura un temps de présentation, mais durant ce temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et après, nous aurons une session de Q&A et sur cette base, l'on pourra rebondir sur ces questions qui sont restées dans le chat. Et éventuellement, si quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question, la parole lui sera donnée afin de pouvoir poser convenablement cette question. Puis nous terminerons avec une partie dédiée aux annonces qui va présenter les activités à venir du chapitre dans le temps, dans les mois à venir. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être laisser la parole à notre intervenant et bienvenue encore à tous et à toutes. Très bon webinaire à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de participer à ce webinaire. Donc, on va commencer. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est activer les bons leviers pour s'adapter aux nouvelles manières de gérer les projets. Donc, présentation du speaker, je vais passer rapidement vu que Michael m'a déjà présenté. Pour faire rapide, voilà, je suis consultant en gestion de projet depuis 2022 et je suis plus précisément dans le domaine des télécommunications. L'ordre du jour, donc on va commencer par parler des nouveaux paradigmes des entreprises, c'est-à-dire les nouvelles réalités auxquelles on fait face. Tout d'abord, ça sera la partie du travail à distance, la complexification des projets, l'arrivée de l'IA générative pour la gestion de projet et ensuite on va parler des différents leviers, donc des différentes choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir, gérer les projets dans ces conditions-là et de manière, la plus optimale possible. Donc j'ai commencé par une citation de Pierre-Henri Camus, donc c'est un humoriste français, donc qui dit, souvent: «Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air». De ce que j'ai compris de cette phrase, c'est que, souvent il y a des évolutions dans la société et sans en avoir l'air, en fait, ça transforme vraiment la manière de vivre des personnes et nous, dans notre cas, nous, ça va forcément transformer la manière dont on va, gérer les projets. Donc tout d'abord, on a le travail à distance. Donc le travail à distance, c'est le fait de travailler, du coup, pour un employeur ou pour une personne mais ne pas être dans ses locaux.
Donc c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, un certain moment, mais avant, c'était plutôt dans les cas très spécifiques où des personnes avaient besoin de travailler à distance. Et là, depuis, l'arrivée du covid, donc on a eu courant 2020, donc les entreprises ont été obligées de mettre ce mode de travail dans leur entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est rentré un peu dans les habitudes des personnes. On a même des personnes qui disent que lorsqu'elles recherchent un travail, le travail à distance est un critère, très important pour eux. Donc mais on a aussi une réalité, c'est qu'il y a des entreprises qui résistent encore, donc qui sont pas trop pour, ce mode de travail parce qu'elles ont peur qu'il y ait une perte de performance due au travail à distance. Donc on va voir après, voilà, comment on peut faire en sorte que en fait, de mettre des choses en place pour que la performance ne soit pas vraiment un problème. Donc selon le PMI qui a fait une enquête en 2023, actuellement il y a 61 des professionnels de la gestion de projet qui travaillent à distance un ou plusieurs jours par semaine contre 89 en 2021. Donc ça veut dire qu'on est moins qu'en 2021 parce qu'en 2021 c'était covid et là, il y a une tendance à revenir sur site. Mais le PMI annonce vraiment que, selon des enquêtes qu'ils ont fait sur, un certain nombre de projets à travers le monde, ils ont constaté que le travail à distance, il y a pas forcément un impact direct sur la performance d'un projet. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais le seul fait qu'une personne travaille à distance, ça ne veut pas automatiquement dire que cette personne-là sera moins, va travailler moins bien. Ensuite, on a la complexification des projets. Donc on est, dans un monde, voilà, où tout va vite, où on est vraiment dans une phase d'innovation. Donc qu'est-ce qui caractérise un projet qui est complexe? Donc c'est vraiment des données que j'ai retrouvées dans le site du PMA et aussi il y a même une association, de gestion de projet, donc qui est spécialisée dans ces questions-là des projets complexes. Donc un projet complexe d'abord, on le caractérise par, le fait qu'il soit dans un environnement incertain. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de vision sur, sur le long terme. On ne sait pas est-ce que les technologies qu'on utilise maintenant, est-ce que seront toujours là dans 2 3 ans? Il peut y avoir aussi une, une, en fait, une composante qui est l'influence externe. L'influence externe, c'est en fait, c'est une influence, voilà, qui va impacter le projet. Donc quand je dis externe, c'est externe au projet. Donc ça peut être dans l'entreprise, mais ça peut être aussi vraiment externe. C'est-à-dire ça peut être des influences, de la ville ou du pays. Donc voilà, donc ça donne un environnement où il y a de la pression. Ensuite, on a aussi tout ce qui est, la taille du projet. Donc si on a, une grande équipe avec un budget très élevé, forcément donc ça fait que le projet sera plus complexe. Ensuite, on a, l'arrivée de l'IA générative. Donc l'intelligence artificielle, générative, donc c'est une technologie qui est arrivée, dans le grand public en 2022. Ça existe depuis plus longtemps, mais ça s'est vraiment, démocratisé, on va dire, avec la sortie de ChatGPT en 2022. Donc là, on a un certain nombre de particuliers ou d'entreprises qui l'utilisent. Donc dans le cadre de la gestion de projet, donc dans notre cas à nous, l'avantage d'utiliser cette technologie, c'est vraiment de libérer le chef de projet de tâches, on va dire, qui sont, assez chronophages et qui peuvent, être faits par l'IA pour que le chef de projet, lui, puisse se concentrer vraiment sur des aspects, qui apportent de la valeur. C'est-à-dire gérer le projet, gérer les équipes, gérer les risques et faire des choix. Donc là, c'est vraiment, on va dire, ça serait vraiment, l'idéal, en fait.
Par contre, il y a toujours quelque chose à avoir en tête dans l'IA, c'est que, heu, il y a la machine, mais la machine, c'est un support. Voilà, c'est un support, donc on a toujours besoin de l'homme, on a toujours besoin du chef de projet. Donc le chef de projet, il est responsable. Voilà, il a toujours cette responsabilité des informations qu'il met dans la machine. Il a la responsabilité de l'interprétation et ensuite, il a la responsabilité aussi des choix qu'il fait. Donc quand je dis le chef de projet, c'est vraiment, voilà, le chef de projet qui représente le projet, mais c'est l'équipe. Donc là, on a quelques applications d'IA générative qu'on peut voir. Donc là, c'est juste un petit aperçu, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc dans le cas de la gestion de projet, ça peut être la prise de notes et le résumé lors des réunions. Ça peut être obtenir des informations rapides sur une problématique de gestion de projet. Ça peut être la création de modèles, d'un planning, pour un projet et aussi on peut même faire, des sessions de brainstorming, qui vont nous permettre de résoudre un problème. Donc dans cette présentation, on va parcourir, 4 leviers, c'est-à-dire 4 aspects sur lesquels on peut travailler pour pouvoir, faire face à ces enjeux. Donc tout d'abord, la 1re chose dans un projet qui est très importante, c'est de choisir la bonne approche. C'est-à-dire de choisir la bonne approche de projet, parce on en a un certain nombre actuellement qui sont disponibles, donc choisir la bonne approche qui est en cohérence avec le projet. Ensuite, c'est de maximiser les bénéfices du travail à distance. On sait que c'est une réalité, donc ça veut dire que les entreprises qui résistent forcément, à un moment donné, en fait, ils devront faire le choix, soit on s'appuie sur les points forts pour pouvoir grandir ou on continue à résister, mais voilà, il y a un risque à faire ça. La formation des chefs de projet, donc ça, c'est très important et ensuite la création d'un environnement qui est, propice au partage d'expériences. Donc le choix de l'approche de gestion de projet, donc ça, c'est très important en début de projet. Parce que vraiment, c'est ça qui va donner, on va dire, la tendance. Est-ce qu'on va gérer le projet de manière cohérente ou pas? Donc la première chose, c'est la responsabilité des équipes. Parce que ce qui se fait parfois dans les entreprises, donc ce que j'ai pu voir ou quand je discute avec, d'autres chefs de projet, donc c'est que voilà, on a le management, on va dire, qui dit: «Voilà, on va faire ce projet-là en mode agile, on va faire ce projet-là en tel mode». Et ensuite, ils imposent cette approche au projet et ensuite on se rend compte que voilà, c'est pas forcément, adapté ou que l'entreprise comment dire? N'a pas les outils et n'a pas les ressources pour le faire. Donc l'idée, c'est que, l'équipe de projet, le chef de projet avec son équipe, voilà, qui participe déjà à faire ce choix-là. Donc pour avoir vraiment une cohérence entre le projet, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est donné. Donc un projet, c'est vraiment, un ensemble de tâches pour atteindre un objectif et ensuite, en fonction de ce projet-là, on va choisir la bonne approche qui va être, en cohérence avec le contexte, avec l'environnement et surtout avec les objectifs de l'entreprise et toujours se laisser une flexibilité, en fait, pour pouvoir se dire que il peut y avoir des imprévus et on se laisse la marge, voilà, de changer. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que les différentes approches de gestion de projet, elles se situent sur un spectre. C'est pas, prédictif ou agile, ça peut être un mix des 2. Donc là, c'est ce qu'on voit dans cette représentation. Voilà, c'est une représentation du PMI et on voit tout à gauche l'approche prédictive. Donc là, c'est vraiment, les projets où on a beaucoup d'informations sur le projet en avance, donc on planifie, on réalise et on livre le produit à la fin. Donc là, il y a pas beaucoup d'interaction avec le client. C'est vraiment, voilà, on fait le projet, on va dire, d'un coup et tout à droite, donc là, voilà, là, on est vraiment sur une approche agile avec
des itérations en fait où on va, faire par exemple un produit, on va faire un produit et ensuite on va au fur et à mesure l'améliorer. Donc là, il y a beaucoup plus de contact avec le client et là et entre les 2 donc il y a un spectre, c'est-à-dire qu'on peut aller plus vers la droite, plus vers la gauche, voilà. Donc c'est vraiment de se situer sur ce spectre-là donc et de se dire que on n'est pas obligé de faire soit l'un, soit l'autre, mais vraiment s'adapter au projet. Donc, l'approche hybride de la gestion de projet, donc on fait un petit focus sur cet aspect-là parce que il y a vraiment une augmentation de cette utilisation, puisque dans cette approche-là, on a vraiment le meilleur des 2 mondes. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité de planifier en avance ce qu'on sait sur le projet en mode prédictive, mais après, on peut utiliser la partie agile pour tout ce qui est peut-être développement ou création de produits, où là, on va avoir plus de marge. Donc là, on a une augmentation, des projets qui sont, gérés en mode agile de 10% depuis les 3 dernières années. Voilà, donc quelques chiffres. Donc là, j'ai mis une petite représentation qui montre en fait l'utilisation des 3 approches, donc ça veut dire agile, hybride ou prédictif en fonction des industries. Parce qu'on sait très bien qu'en fonction de l'industrie, en fait, parfois, le mode agile, c'est pas toujours possible ou c'est même pas le mieux à faire. Donc là, on voit très bien que dans l'IT, on a un peu des 3, donc c'est assez bien réparti. Dans les finances, donc là, on va aller un peu plus sur de l'agile. Dans la santé, donc on va aller, un peu plus sur du prédictif et sur la construction, donc là, c'était évident que, voilà, quand on travaille sur des projets de construction, on va plutôt aller sur du prédictif parce que c'est des gros projets il y a des gros investissements et en plus, c'est des projets, voilà, qui sont un peu connus, en fait, donc on peut prévoir à l'avance. Donc ensuite, on a, maximisé les bénéfices du travail à distance. Donc la première chose, en fait, quand on met le travail à distance dans son entreprise, c'est de savoir, en fait, c'est d'être conscient que la stratégie de recrutement, en fait, on peut et on doit la changer. Parce qu'avant, quand on recrutait des personnes, donc on se disait: «Bon, je recherche ce profil-là, donc moi je suis à Paris, donc je veux une personne qui soit pas trop loin, parce que je sais que si elle est trop loin, bah, elle sera en retard, elle sera fatiguée». Donc du coup, on se limite un peu à notre zone où on se trouve. Alors que là, on peut se dire, bah, si j'autorise les personnes à travailler à distance, 2-3 jours, et ben, je peux leur permettre de vivre un peu plus loin parce qu'ils doivent venir au bureau peut-être, 1 fois ou 2. Donc du coup, ça veut dire que là, on a un champ des possibles qui est beaucoup plus grand. On peut aller chercher des talents, qu'on n'avait pas accès avant. On peut se focaliser aussi sur les compétences réelles. C'est-à-dire que là, on va pas se dire: «Je recherche ce que je peux là où je suis», mais se dire: «Mais je vais vraiment ce profil-là, même s'il est un peu plus loin, même s'il vient pas, mais je sais que j'ai des compétences voilà, que je cherche vraiment». Aussi, on a une réduction des coûts, parce que vu que les personnes ne sont pas au bureau tous en même temps, donc ça veut dire qu'on a peut-être besoin de moins de place, donc ça veut dire qu'on va payer des locaux moins chers et de ce fait, on peut augmenter le budget du recrutement. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir, bah, augmenter un peu le budget pour pouvoir vraiment attirer les meilleurs et avoir vraiment des talents de nature, très diverses. Ensuite, il y a une notion qui est importante aussi dans le travail à distance, c'est une notion de création de règles. Parce que les entreprises qui disent: «Oui, le travail à distance, ça peut nous faire, perdre en performance», c'est parce qu'en fait, elles pensent que le travail à distance, c'est vraiment la liberté totale, donc on laisse les gens travailler chez eux, alors que c'est pas le cas. Travail à distance, ça veut dire avoir la flexibilité de pouvoir travailler de chez soi, mais tout ça, ça doit être dans un cadre. Ça doit être dans un cadre
Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'on peut, spécifier. Donc par exemple, le nombre de jours, les plages horaires. Donc ça veut dire que si on veut que, bah, les personnes se connectent entre telle heure et telle heure, être vraiment clair aussi dans les attentes. Donc qu'est-ce qu'on attend en termes de réactivité? Aussi, si on a des spécificités, tout ce qui est, environnement de travail, donc est-ce qu'on demande d'avoir, tel débit? Est-ce qu'on demande d'avoir, une webcam ou autre? Donc ça, il faut être clair avec ça. La cybersécurité aussi, c'est important, donc vraiment donner des consignes. Donc peut-être que si vous êtes une entreprise dans un secteur sensible, bah, vous n'avez pas trop envie que vos employés aillent travailler, dans un café ou autre. Donc ça, c'est des règles à mettre en place et surtout, des KPI, c'est-à-dire des indicateurs de performance qui vont permettre de savoir, voilà, de mesurer en fait, voilà, la performance des personnes et pour qu'il y ait pas en fait, que ça soit pas un ressenti, en fait, ça soit vraiment des faits. Voilà, il y a une personne qui doit faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Est-ce que c'est fait ou pas? Donc là, ça permet d'avoir vraiment des règles, d'avoir une cohérence et que l'entreprise aussi ait une certaine maîtrise sur sa performance. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a un aspect donc qui est très important quand on parle de travail à distance, donc c'est la transformation digitale. Donc la transformation digi digital, donc quand on parle de ça, le plus souvent, on va vous dire: «Oui, il faut mettre des outils, il faut mettre Teams, il faut mettre, un outil de comment dire? Visioconférence», mais c'est pas tout à fait ça. En fait, la transformation digitale en tout lieu, en premier lieu, c'est vraiment la transformation de la manière de travailler. C'est-à-dire qu'on va transformer vraiment la manière dont on travaillait avant, quand on était sur site, quand on était tous ensemble, à une autre manière de travail, donc ça va, impliquer de définir la vision, donc pourquoi on veut faire ça, les objectifs en termes de performance, réadapter les process parce que les process qui étaient, bons avant, ils sont peut-être plus bons, repenser les workflows et surtout, voilà, revoir aussi la communication pour vraiment, que les informations, voilà, soient vraiment distribuées à l'ensemble des équipes et aussi accompagner le changement. Donc là, on a un certain nombre d'outils, voilà, qu'il faut mettre en place, pour le travail à distance. Donc il y a tout ce qui est cloud, bon, pour, le partage des données, les outils de gestion de projet. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir avoir un outil pour que les personnes puissent, travailler ensemble. Les outils de communication unifiée, donc ça permet d'avoir un outil qui, centralise un peu les outils comme la boîte mail, la messagerie et les outils de visioconférence. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment pour faciliter le partage d'informations, pour être flexible et surtout pour être, productif. Parce que s'il y a pas d'outils ou si c'est compliqué, bah, c'est clair que le travail sera, très dur à faire. Enfin, revoir le management. Ça, c'est très important parce que je pense qu'on ne peut pas avoir la même approche de gérer une équipe quand on est toujours, ensemble sur site et lorsqu'on est dans un mode où, voilà, on n'est pas toujours, ensemble. D'abord, c'est individualiser les choses. C'est-à-dire que là, on devra plus souvent communiquer, on va dire, aux personnes de manière, individuelle. Donc ça veut dire, c'est vraiment adapter sa com en fonction des personnes. Rendre les employés autonomes, c'est-à-dire que le plus de choses qu'ils peuvent faire seuls, le mieux c'est. La communication, donc voilà, donc c'est ce que je disais, là tout à l'heure, elle doit être fréquente et surtout ce que j'avais dit, donc la partie des KPI, donc c'est vraiment être clair sur les objectifs, comme ça la personne sait vraiment ce qu'elle a à faire et voilà et on n'a pas besoin d'être sur son dos, trop souvent. Ensuite, on a formé les chefs de projet aux nouvelles tendances. Donc
La formation du chef de projet, pour moi, c'est un levier extrêmement important dans un projet. Donc pour moi, ça fait même partie du projet. C'est-à-dire que moi, j'ai géré des projets où la formation des personnes, heu parce que là, je parle de la formation du chef de projet, mais ça peut être aussi la formation des équipes. Donc ça doit être intégré même dans le projet. Donc ça doit être même un budget, voilà, qui soit pris pour le faire parce que, voilà, des personnes qui sont mal formées, forcément, ils vont pas faire les choses, comme il le faut. Donc pour un chef de projet, si on se focalise sur le chef de projet, donc on va dire les skills qui sont importants à l'heure actuelle, donc là, j'en ai mis 4. On pourra en mettre plus, mais pour moi, j'ai vraiment synthétisé, en fait, les skills, très importantes à avoir. Donc c'est d'abord d'avoir les skills, bien évidemment, en gestion de projet, après en gestion de projet agile, gestion de projet hybride, en leadership, en soft skills. Parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, on commence à tendre vers une tendance qui est que à l'époque, les projets stratégiques des entreprises, elles étaient pas gérées par les chefs de projet. Parce qu'en fait, bah, quand il y a un projet qui est stratégique, bah, c'est l'occasion pour les managers de se faire voir, de monter en grade. Donc ils sautaient sur l'occasion pour gérer, mais c'était pas des chefs de projet. Donc forcément, ils allaient pas réaliser les choses, comme il faut. Donc là, les entreprises commencent à se rendre compte de ça. Donc ils se disent que bon, on va confier nos projets stratégiques à des chefs de projet, soit des chefs de projet internes ou des chefs de projet externes. Donc là, ça veut dire qu'on doit vraiment avoir une posture, un peu de leader. Voilà, donc ça, c'est vraiment des compétences à avoir et soft skills aussi. Le savoir dans l'industrie, pour moi, ça, c'est important. Après ça, c'est un long débat parce que j'ai déjà discuté avec des personnes qui me disent: «Mais oui, est-ce que on a forcément besoin d'être un expert dans l'industrie pour gérer le projet?» Je dirais expert, non. Par contre, avoir des connaissances dans le domaine, pour moi, c'est important pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour aller chercher les bonnes informations là où il faut. Moi, pour moi, c'est important. Et ensuite, bah, pour moi, comme, je vous ai dit, donc il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc c'est très important de se former à ça. Donc l'acquisition du savoir, donc il y a plusieurs manières de le faire. Donc tout d'abord, on a les parcours de formation qui sont, personnalisés. Donc on va faire des parcours de formation qui sont vraiment personnalisés aux besoins des personnes et des projets. La formation interne, on a le coaching et le mentoring et ensuite on a aussi, l'intervention de conférenciers. Donc là, je commence par une phrase que j'ai trouvée sur internet, donc je connais pas l'auteur, mais je l'ai trouvée sur plusieurs, sites. Donc en fait, il y a un CFO qui dit à un CEO: «Et si nous dépensons notre argent pour former nos salariés et qu'ils partaient?» Et le CEO lui a répondu: «Et si nous ne le faisons pas et qu'il restait?» J'ai beaucoup aimé cette phrase parce que ça démontre vraiment la mentalité de 2 personnes. La première, en fait, elle voit la formation comme une dépense, comme une perte, dire, si on les forme et qu'ils partent. Alors que la deuxième, elle voit ça comme un investissement. C'est un investissement. En fait, un investissement, quand on investit pour gagner. En fait, on se dit: «On forme pour atteindre un objectif». Donc s'il y a des gens qui partent, bah, c'est une perte dans l'investissement. C'est normal. Quand on fait un investissement, on s'attend pas à avoir un retour de 100. On se dit, on se donne un objectif et tant que cet objectif est atteint, même s'il y a des personnes qui partent, bah, c'est pas très grave parce que de toute manière, c'est pas la formation qui va faire que des personnes vont rester ou partir. Il y a d'autres, choses à prendre en compte. Donc comme je disais, d'abord, il y a le mentoring. Donc le mentoring, c'est le fait d'avoir un chef de projet expérimenté qui va entre guillemets, accompagner un chef de projet junior. Donc là, c'est vraiment, c'est une bonne approche, c'est pour pouvoir, vraiment accompagner le chef de projet, prendre ses marques et lui permettre aussi d'avoir une vision à long terme de sa carrière pour pouvoir le guider, voilà, sur les choix qu'il a à faire et surtout les compétences qu'il doit, développer.
Ensuite, on a l'intervention de conférenciers, donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les entreprises. Donc en fait, ça pour moi, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un regard externe d'une personne qui est spécialisée peut-être sur une niche. Et ce qui est intéressant, c'est que les conférenciers, donc ils interviennent dans plusieurs entreprises, donc ils ont une vision un peu de ce qui se fait sur le marché. Donc ils peuvent apporter un œil, nouveau, et aussi les formats sont intéressants parce que voilà, c'est des formats courts, donc ça permet d'avoir des personnes qui soient très engagées. Ensuite, on a la formation interne. En fait, la formation interne, c'est le fait de faire une formation dans son entreprise par des personnes de son entreprise. Donc souvent, en fait, cette manière de former, parfois, c'est j'ai l'impression que c'est pas pris au sérieux parce qu'on se dit: «Bon, la formation interne, donc les gens le font parce que c'est pas cher, c'est un moyen rapide». Non, pour moi, ça doit être dans une stratégie de formation. Pourquoi? Parce que la formation interne, c'est plus en fait la transmission du savoir. C'est-à-dire que des personnes qui sont là peut-être dans l'entreprise depuis 10 ans, heu et ben, en fait, elles savent des choses qu'on pourra pas trouver dans des livres, qu'on pourra pas trouver dans des formations parce que c'est propre à l'entreprise, c'est propre au secteur. Il y a des astuces, il y a des choses, voilà, qu'on peut transmettre que en interne. Donc pour moi, c'est vraiment une stratégie qu'il faut vraiment, mettre en place si c'est pas fait. Moi, je l'ai déjà fait quand j'ai géré des projets. Et ben, je faisais en sorte que des personnes, voilà, qui s'y connaissent dans un domaine, voilà, puissent former d'autres pour que vraiment qu'il y ait aussi une cohérence dans les manières de faire. Ensuite, on a les parcours de formation personnalisés, donc ça aussi, c'est important parce que là, ça va être vraiment de la formation sur, une compétence. Donc là, on va choisir une compétence, donc peut-être la gestion de projet agile ou autre. Donc du coup, l'important, d'abord pour personnaliser, c'est de recueillir le besoin. On ne peut pas faire une formation si on ne sait pas la personne, elle a besoin de quoi, si on ne sait pas le projet, il a besoin de quelles compétences. Donc c'est souvent ce qui se fait en fait, c'est que on va dire les ressources humaines, sont dans leur coin. Elles, disent: «Voilà, on fait une formation, donc on va prendre X, on va le mettre là». Et il n'y a pas vraiment de cohérence entre ce que la personne est en train de faire actuellement et sa formation. Donc ça, c'est important qu'il y ait une cohérence, et surtout, et après ce qui est bien, c'est externaliser cette prestation pour vraiment avoir une expertise dans la formation. Et enfin, c'est de mesurer l'impact parce que faire une formation sans savoir est-ce que ça d en fait, déjà, est-ce que ça a eu un impact sur la personne? C'est-à-dire tout ce qui est enquête, c'est important, et ensuite aussi sur le projet. Enfin, donc on a, le en fait, le support de l'IA, c'est important. Le fait de mettre l'IA, dans son entreprise, c'est une chose, mais après, c'est de créer une gouvernance autour de ça pour que son utilisation et son impact, en fait, soit le mieux possible. D'abord, c'est avoir une vision. Ça, c'est ce que j'ai dit, au début, toujours avoir une vision pour savoir pourquoi on met l'IA dans notre entreprise et qu'est-ce qu'on en attend, en fait? C'est-à-dire, c'est quoi les objectifs? Créer des règles, et ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai vu, c'est que c'est possible aussi de créer des environnements de test parce que l'IA, bon, c'est des machines, en fait, qui à force de mettre des informations, en fait, elles vont apprendre, et c'est en fonction de ça qu'elles donnent des réponses. Donc il faut pas mettre, n'importe quoi, en fait. Donc là, c'est vraiment d'avoir un environnement de test où on peut tester des prompts, on peut tester des choses, et ensuite avoir une base avec des modèles, assez clairs pour qu'on puisse. Oui, oui? Ah OK, j'ai eu l'impression qu'il y a une personne qui a parlé. Donc ensuite on a la formation, donc c'est important, voilà, de former les équipes, c'est important, et ensuite, comme j'ai dit, là tout à l'heure, c'est vraiment avoir une manière de l'utiliser avec responsabilité.
Ensuite, on a donc du coup la création d'un environnement pour favoriser le partage d'expériences. Ça, c'est important parce que comme je disais, on est avec des projets qui sont de plus en plus, complexes avec dans des environnements, incertains. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements. Ça veut dire que les postulats qu'on fait hier sont pas forcément vrais, demain. Donc du coup, c'est vraiment d'avoir, des méthodes pour pouvoir, absorber des informations et pouvoir agir le plus rapidement possible. Donc les leçons apprises, l'idée c'est de capturer non, c'est d'identifier, de capturer et d'agir sur ce qui ne fonctionne pas et sur ce qui fonctionne. Parce que sur ce qui fonctionne aussi, c'est bien. Si on fait des choses bien, bah, c'est de savoir: «Ah oui, là, c'est ce qu'on a fait, c'est très bien» et de maximiser ça. Donc ça permet d'identifier les problèmes et de pouvoir, agir, dessus rapidement. Donc quelques points importants, qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment de ne pas attendre la fin du projet. Ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, en fait, moi, ce que j'ai déjà vu, en fait, c'est de faire le projet et après à la fin, donc on fait ce qu'on appelle un Rex. On fait un Rex, donc on partage un peu les problèmes qu'on a eus, on partage les points bloquants. Ça, c'est bien. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux de faire ça que de rien faire. Mais par contre, ça bénéficie pas au projet. Ça peut bénéficier peut-être aux projets qui viennent si c'est bien fait, mais ça bénéficie pas au projet parce que le projet il est déjà fini. Donc du coup et ensuite, c'est de faire ça du coup tout au long du projet et se concentrer vraiment sur ce qu'on contrôle. C'est-à-dire vraiment se concentrer sur ce qu'on contrôle et de pas chercher à régler des gros problèmes, de l'entreprise. Voilà, donc on se focalise sur tout ce qui est, la gestion d'équipe, la communication, les process, les workflows. Donc là, j'ai présenté, une petite méthode pratique en fait pour gérer les leçons apprises. Donc là, on part de cette représentation-là qui est à droite. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de le faire tout au long du projet. Donc l'idée, voilà, c'est de réunir l'équipe de manière, périodique, donc ça dépend en fonction du projet, ça peut être chaque mois, chaque 3 semaines. Donc faire une liste de ce qui va bien, de ce qui va pas, de sélectionner une liste qui est prioritaire parce qu'on peut pas tout traiter, parce que l'idée c'est pas de tout régler en fait. C'est vrai qu'il faut pas se dire qu'on peut tout régler, sinon en fait on s'y perd. Donc de faire une liste de points qui sont vraiment, importants, les enregistrer dans un système, donc ça peut être dans un outil ou sur un wiki et ensuite agir, sur ces points et l'action sur ces points, donc là, on se retrouve sur ce schéma-là. C'est vraiment d'avoir une approche itérative. Donc là, on va vraiment mettre de l'itération. Ça veut dire qu'on se dit: «Bon, là, on a le problème A, qu'est-ce qu'on propose, en fait?» Donc on va se dire: «Bah, on va faire telle chose». Donc on fait un suivi avec des personnes qui sont en charge. On met en place des actions et ensuite on regarde. On voit est-ce que ça répond aux besoins ou pas et en fait on recommence jusqu'à temps de trouver la bonne formule et ensuite voilà, on revient, là ici. Donc voilà et ensuite ce qui est important dans cette gestion des leçons apprises, ce qui est très important pour moi, c'est d'en faire la promotion. Parce que plus souvent, on les comment dire? On les stocke dans des outils ou dans des wikis et heu et ensuite il y a pas vraiment de promotion pour pouvoir adopter des bonnes pratiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire: «Bon, là, le projet que j'ai fait, on a découvert des choses, on a mis en place des choses qui étaient bien. Donc maintenant, le but, c'est que ça s'étende, en fait, ça se, ça se démocratise dans l'entreprise. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est que parce qu'un chef de projet de base,
on n'a pas vraiment dans une entreprise, hein, dans la plupart du temps, on n'a pas d'autorité vraiment. On est un chef de projet, mais on n'a pas d'autorité, vraiment au niveau de l'entreprise. Donc ça veut dire c'est la phrase que j'ai mis moi, c'est s'armer d'autorité. Ça veut dire, avoir l'appui d'une personne qui a du poids, donc ça peut être le sponsor du projet ou une personne influente dans l'entreprise et ensuite, bah, les présenter en fait aux personnes qui font des choix. Présenter ce qu'on a fait, présenter les résultats et ensuite proposer un plan d'action. Donc on peut se dire, bah, qu'on a trouvé des solutions, donc on va les implémenter dans un process ou créer un nouveau process, voilà, qui sera vraiment standardisé dans l'entreprise. Donc enfin pour terminer la présentation, donc on va voir comment le PMO, en fait la création du PMO, ça peut avoir un impact positif dans le partage des informations, dans un projet. Donc voilà, donc le PMO en fait c'est le bureau de gestion de projet. Donc voilà, c'est une entité qui va assurer en fait la gouvernance des projets. Il y en a pas dans toutes les entreprises, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui, je pense souvent, c'est dans les les grosses structures. Mais si c'est possible d'en avoir un, c'est vraiment qu'en fait son rôle, ce soit pas juste, de faire des templates ou des choses comme ça. Ça veut dire c'est des actions qui sont plutôt pour moi administratives. Bon, ça peut aider, mais pour moi, c'est vraiment que le PMO soit vraiment, un pivot pour pouvoir, faire circuler les informations entre les projets. Donc le PMO, ce qu'il peut faire, c'est d'abord travailler avec les managers ou les chefs de projet. D'abord pour, en fait, pour identifier les compétences qu'il faut pour chaque projet. Il peut se dire: «Bah, sur ce projet-là, il nous faut telles compétences». Donc de faire une liste, en fait, et ensuite de faire correspondre les personnes aux bonnes compétences pour que ces personnes-là puissent faire les bonnes formations. Et tout ça, en fait, c'est vraiment pour en fait, pour maximiser l'apport de chacun. Et ensuite, il peut faciliter aussi le partage des pratiques dans les projets. Et aussi, il y a quelque chose qu'on peut mettre en place aussi, c'est avoir des échanges entre les 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 chefs de projet. Donc si on est dans une grande entreprise, la plupart du temps, on a pas mal de de chefs de projet. Donc l'idée, c'est de faire des moments d'échange où on peut échanger sur les bonnes pratiques, sur les points bloquants qu'on a. Donc voilà, donc le PMO, il peut vraiment être, là pour ça. Donc, là, on arrive à la fin de la présentation. Donc ce qu'il y a à retenir de cette présentation, c'est, donc d'avoir conscience vraiment des réalités qu'on a actuellement et qui impactent, un peu, tous les métiers et surtout là, dans le cas dont on parle, c'est la gestion de projet, et d'avoir en tête, voilà, l'importance de faire le bon choix sur l'approche de gestion de projet. Parce que c'est ça, voilà, qui va conditionner un peu, voilà, si on va dans le bon sens ou pas. Le travail à distance, donc là, c'est de savoir déjà que c'est une réalité et de se dire, comment on peut mettre des choses en place, voilà, pour que ça puisse, se passer bien. Donc si on est, dans une entreprise, bah, c'est des recommandations qu'on peut faire. Donc ça peut être, intéressant. Et ensuite la partie des retours d'expérience, donc ça, c'est très important parce que comme je le répète, comme les projets donc sont de plus en plus complexes, il y a plein de choses à prendre en compte. On peut plus se permettre d'attendre la fin du projet pour se dire: «Ah, qu'est-ce qui était
bon, il faut que ça soit en cours de projet, qu'on maximise sur les opportunités et qu'on puisse régler les problèmes. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie de votre attention. J'espère vraiment que cette présentation vous a apporté beaucoup de savoir et que vous en ressortirez grandi. Donc là, j'ai mis les sources qui m'ont permis de faire cette présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Yacouba Fofana. Je pense que la qualité de votre présentation dénombre bien déjà avec la présentation, les slides, le partage d'expériences, les bonnes pratiques. Je pense que c'est ce que je retiens énormément de tout ce qui a été dit. Donc, comme on l'a signalé, nous allons peut-être laisser la parole à toutes ces personnes qui veulent poser des questions. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, à part juste une requête d'un membre qui demandait est-ce qu'on pourra disposer du support. Alors, je réponds affirmatif, hein. Le speaker nous partagera le support et nous, derrière, on pourra le communiquer aux différents membres du chapitre PMI Sénégal. Donc, s'il y a des questions, la parole vous est donnée. Je pense que j'apprécie la présentation, surtout le contenu. Pourquoi? Parce que les ressources sont puisées dans la documentation du PMI. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, l'agilité, l'hybride, qui est peut-être pas une approche de gestion de projet très bien développée en Afrique subsaharienne, mais il faut dire que nous, en tant que des gestions de projet, nous devons prendre de l'avance et c'est nous-mêmes qui devons inculquer nos organisations à comprendre que maintenant, on n'est plus sur du prédictif ou de l'agile, mais on peut faire le mix des deux, qui est l'approche hybride. Donc, je vois Mike qui a levé la main. Je vais peut-être lui laisser la parole pour poser la question. Vas-y, Mike. Président, non, c'était pas une question, mais c'était vraiment pour remercier M. Fofana pour le document et cette très belle présentation. J'en ai appris pas mal de choses aussi. Vraiment, merci. C'était excellent. Merci beaucoup, Mike, pour ce feedback. Alors, je vois Merci, deux mains levées. On va commencer par Ismaël et après, M. Ndiaye va prendre la parole. Bonjour Bekwan, bonjour Yacouba, merci pour la formation, très 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 intéressant. Ismaël, on ne t'entend plus. Ça a Si ça coupé. va mieux. Ismaël, on ne t'entend plus. Donc, peut-être je donne la parole à M. Ladgrand Ndiaye. Après, peut-être on reviendra sur Ismaël. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Ok, super. Tout d'abord, merci au présentateur, surtout d'avoir partagé ses expériences, mais surtout les différents éléments sur lesquels il est revenu. En fait, moi, je suis PMO d'une société qui travaille sur l'énergie. Maintenant, j'avais juste une question, c'est surtout par rapport à la mise en place des PMO. Parce que souvent, ça pose de réels problèmes parce que les gens, souvent, ils confondent le PMO et le chef de projet. Et souvent, ça peut créer des divergences ou bien des incompréhensions qui font que par la suite, les gens ont du mal à comprendre réellement l'apport du PMO. Mais aussi, les directions qui mettent en place les PMO, souvent, avant de mettre le PMO, ils n'ont pas réellement réfléchi sur l'apport ou bien à quoi il fallait s'attendre par rapport au PMO. Et souvent, cette similitude ou bien ces différences entre PMO, chef de projet ou coordonnateur, ça pose de réels problèmes pour la gestion des projets, de multi-projets, mais aussi des projets complexes. Merci. Je réponds là? Je propose qu'on donne la parole à Ismaël s'il a Ismaël, pu ok. régler le problème à son niveau et après on pourra répondre aux On va questions. répondre. Ok, d'accord.
Ok. Ismaël, vas-y. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Allô, vous oui, m'entendez toujours pas? oui, si. Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, donc merci Bécoin, merci Fofana. C'était une très très belle voilà, formation, hein, voilà. Donc moi, ma question est la suivante, hein. Aujourd'hui, euh, quel est l'état d'esprit aujourd'hui, le chef de projet, hein, il doit être dans quel état d'esprit quand il aborde aujourd'hui ces projets dont on vient de parler aujourd'hui qui intègrent en fait, c'est-à-dire de nouvelles choses qui sont vraiment très, très ouverts en fait sur plein de nouveautés. Aujourd'hui, on a l'IA, etc. Mais quel est l'état d'esprit en fait dans lequel il doit aborder pour pouvoir gérer ses projets efficacement? Et voilà. Donc, c'est un peu ça la question. Euh, oui, bonjour Michael, est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Euh, Allô, vous m'avez pas entendu ou bien? Oui, si. Ok. Oui, allô? Allô, j'avais posé la question, hein. Je ne Oui, sais pas si vous m'avez entendu. oui, je pense avoir entendu bien ta question. Donc, si c'est bon, Monsieur Yacouba, peut-être tu répondras à la série des deux questions et après on ouvrira encore la possibilité aux membres de poser d'autres questions. Ok. Donc déjà, la première question c'était qui avait posé la première question? La grande Indiaï. Déjà, ok. Déjà, merci pour le retour. Oui, effectivement, c'est vrai que la distinction entre le chef de projet et le PMO, c'est pas toujours clair. Il y a même des offres d'emploi qui disent on recherche un chef de projet, un PMO. Donc parfois, il y a même des entreprises qui croient que c'est la même chose. Effectivement, c'est pas la même chose, mais ça, c'est vraiment un problème, je pense, structurel, ça veut dire de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faut déjà arriver à pouvoir faire de la pédagogie pour pouvoir déjà leur expliquer qu'est-ce que le rôle d'un PMO déjà. Le rôle d'un PMO, après, il y a plusieurs types de PMO qu'on peut mettre en place, mais le rôle d'un PMO, c'est pas de gérer un projet. Voilà, le rôle de gérer le projet, c'est le chef de projet. Donc ça, c'est le chef de projet qui va gérer le projet. Le rôle du PMO, en fait, là, dans une entreprise, c'est la gouvernance des projets. C'est qu'il y a une cohérence, en fait. C'est qu'il y a une cohérence entre la manière comment on gère le projet X au projet B et qu'en fait, ça évite en fait que le chef de projet, il ait à refaire tout, quoi. Tout ce qui est template, tout ce qui est hem, process et tout, le chef de projet, il a pas en fait, il doit pas perdre son temps, en fait, à faire ça. Et ensuite, pour moi, mon avis, c'est que le PMO aussi, il travaille pas dans son coin. C'est-à-dire que si on a un PMO qui fait des process, qui fait des choses, mais qui fait ça dans son coin, pour moi, en fait, la plus-value aussi, elle est pas vraiment là. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que le PMO, il doit puiser les informations des projets, des différents problèmes qu'il y a, des différentes, attentes et ensuite les synthétiser pour pouvoir y répondre, mais c'est toujours en travaillant avec les chefs de projet. C'est-à-dire, c'est un travail, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est pas le PMO, ils sont à part, ils font des choses et les chefs de projet, ils ne savent pas ce qu'ils font et ensuite, ils apportent des solutions, mais qui répondent pas forcément à un besoin. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question? C'est bon, il a laissé un pouce pour dire c'est bon, OK, hein. top, c'est bon, OK, top. Ensuite, Ismaël. Donc Ismaël, toi, tu posais la question, donc quel état d'esprit? En fait, je l'ai expliqué, c'est que d'abord déjà, le chef de projet déjà, son état d'esprit, ça doit être que on est responsable.
C'est-à-dire se donner, se responsabiliser, en fait. C'est-à-dire se dire que, voilà, on gère un projet. Donc moi, on m'a confié un projet, un budget, en me disant, bah, l'objectif, c'est ça. Parce qu'en fait, au final, un projet, c'est quoi, en fait? Un projet, c'est un certain nombre de choses qu'on met en place pour atteindre un objectif de l'entreprise. Et le plus souvent, c'est un objectif stratégique. Et cet objectif stratégique-là, ce qui va apporter, ça va être soit plus de chiffre d'affaires, soit autre chose. Donc, ça veut dire que ça va apporter quelque chose à l'entreprise. Donc déjà, le chef de projet, déjà, il faut se responsabiliser. Il faut se dire que là, moi, je suis responsable de ce projet-là, donc pour que je puisse atteindre cet objectif. Ensuite, ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est que on peut plus, en fait, on peut plus se permettre de se dire, je, je sais faire, donc je connais, donc on fait des choses de manière prédictive, on fait vraiment ce qu'on sait. En fait, un chef de projet, il peut pas savoir tout, il peut pas faire tout, mais c'est de se dire, d'avoir, voilà, d'avoir l'ouverture d'esprit, de se dire, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'outils, ça peut être l'IA, ça peut être autre. Il y a aussi l'équipe. Donc, comment moi, en tant que chef de projet, je peux maximiser toutes ces informations-là pour que l'objectif du projet soit atteint. Voilà, donc moi, pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on qu'on doit avoir, c'est l'état d'esprit d'être ouvert. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le changement, en fait, c'est quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire que quand il y a du changement, bah, les gens, ils ont peur parce qu'ils se disent, ah, mais si on faisait comme ça avant, ça fonctionnait bien. Quand on va changer, est-ce que ça va marcher toujours bien? Est-ce que les habitudes que j'avais avant, il faut les changer? Mais il faut se dire que le changement, voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie, en fait. Ça fait vraiment le changement, c'est la vie même. Donc du coup, le changement, il faut le, il faut, le prendre en compte, en fait. C'est vrai il faut le prendre en compte. Il faut s'appuyer sur les armes qu'on a pour pouvoir surfer, on va dire, sur le changement de manière la plus efficace possible. Voilà, donc j'espère avoir Super. répondu à ta question. Oui, je suis totalement satisfait, vraiment. Très bien répondu, ouais. Merci beaucoup. Merci, Yacoub, pour les réponses accordées, hein. Je pense que ça clarifie les points soulevés par les questions, à travers les questions. Je donne encore la parole à M. Somda, qui va peut-être poser sa question. Et après, Aladji Baragnan pourra prendre la parole. Ok. Allez-y, Somda et Ghislain. Allô, bonjour à tous, vous me recevez? Oui. D'accord, ok. Merci pour la parole et merci pour la brillante présentation. Effectivement, on apprend de nouvelles choses. Maintenant, ma question en fait était relative à une problématique que je pense qui est un peu générale pour la partie gestion de projet agile. Généralement, dans nos organisations, on a, bon, je prends le cas en fait où on est dans une organisation matricielle faible. Maintenant, on vous donne en fait un projet d'envergure et vous n'avez pas suffisamment de ressources en fait qui sont dédiées en fait à ce projet-là. Donc très souvent, les gens ils sont beaucoup plus concentrés en fait sur leurs activités quotidiennes. Et toi, en tant que chef de projet, tu es obligé de courir derrière ces derniers-là en fait pour qu'ils puissent apporter leur contribution. Et parfois même, on dit pour résoudre le problème, l'exécutif va vous dire non, bon, on va vous faire venir un prestataire ou même un gestionnaire de projet senior qui va venir vous appuyer. Mais quand il arrive, en fait, à la fin, vous êtes toujours confronté au même problème et le résultat que vous allez délivrer à la fin n'est pas bon et on accuse le chef de projet. Donc, je voudrais savoir, de par votre expérience, en fait, comment vous faites face, en fait, à ces types de situations-là. Très bien, merci Somda pour cette question. Je donne maintenant la parole à M. Aladji Baragnan qui pourra poser sa question. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Oui, Exactement. tout d'abord, merci M. Yacouba pour la présentation qui a été quand même riche en informations. Alors, moi, je suis nouveau avec PMI Sénégal. J'ai eu un peu d'expérience en Amérique du Nord en gestion de projet. Et là, le problème que je rencontre actuellement dans le poste que j'occupe, c'est plus un problème de culture de gestion de projet. Parce qu'on voit très bien que les projets qu'on a, il n'y a même pas la base. Par exemple, j'arrive, je vois un projet qui dure depuis des années. Hein. On demande juste la charte du projet et on ne trouve pas. Et effectivement, donc, moi, ma question, une partie a été répondue suite à la question de Mouchengaï, donc merci. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'attendais plus à la gestion de changement. Je pense actuellement à la mise en place de la gestion de changement parce que au finish, c'est la gouvernance, en fait. Donc, les gens sont un peu récalcitrants, ils sont un peu ils n'ont pas vraiment ils n'adhèrent pas au projet, aux tâches qu'on est en train de faire. Et puis, selon votre expérience, est-ce que pour vous, vraiment, ce serait pertinent dans des cas comme ça où la gestion de projet n'est pas initiée dès le début du projet, où ça part de tous les coins? Est-ce que pour pouvoir remettre tous en place la mise en place d'une gestion de changement, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de pertinent selon votre expérience? Et si oui, est-ce qu'il faut aller au top level, quoi, au niveau de la gouvernance des dirigeants? Merci. Merci Aladji Bara pour cette question. Je pense que c'est un problème qui est très répandu dans l'écosystème ouest-africain. Donc, je pense que ce problème, peut-être que vous soulevez, je parlerai en termes de maturité organisationnelle à pouvoir délivrer les projets. C'est vraiment un gros sujet. Et je pense qu'en tant que chapitre, c'est vraiment dans notre prérogative d'y travailler pour que les organisations qui disent faire de la gestion de projet, il y ait vraiment ces bonnes pratiques-là au sein de leur organisation. Donc, je vais peut-être laisser la parole à M. Yacouba qui va essayer de répondre aux questions qui ont été posées. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, levez la main et la parole vous sera accordée. Yacouba, à toi. Bonjour. Donc, merci aux deux personnes qui ont posé des questions. D'abord, je trouve que c'est intéressant que ces deux questions-là soient posées en même temps parce que je trouve elles sont liées. Franchement, je ne sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais en tout cas, elles sont liées, donc je peux répondre, on va dire, en une fois. Donc, d'abord, en fait, la problématique, en fait, d'avoir un projet d'envergure et qu'il n'y a pas assez de ressources, ça, je dirais que c'est pas un problème africain. Ça, je vous le dis vraiment parce que c'est pas que en Afrique. Parce que là, on est vraiment un chapitre en Afrique, mais moi, je travaille en France et je vous dis clairement que ces problématiques-là, ça les problématiques que je rencontre. Parce que, en fait, les ressources, ça a un coût et surtout en France, bah, de prendre une personne, ça coûte assez cher parce qu'il faut payer les les charges et tout. Donc forcément, ils vont vouloir faire des économies. Donc eux, ils se disent: «Bah, on va faire avec ce qu'on a, en fait». C'est-à-dire qu'on veut faire un projet, le projet, c'est un projet, top niveau, mais on va rester avec les personnes qu'on a, sans recruter, sans les former et en pensant qu'ils vont réussir à le faire. Donc je pense que c'est une erreur, oui, c'est une erreur, mais c'est des choses qui se font, en fait. Parce que même moi, dans les boîtes dans lesquelles je travaille, c'est des choses que je vois. Donc moi, en fait, comment dire? La recommandation que moi j'ai dans ce genre de cas, c'est que, en fait, en tant que chef de projet, nous, on est responsable du projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de l'organisation, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être responsable de, voilà, de l'organisation de l'entreprise. Donc, déjà, c'est de se focaliser sur ce qu'on peut faire, en fait. Donc moi, en fait, la recommandation que j'ai dans ce genre de cas, c'est toujours, en fait, de s'appuyer sur une personne qui a du poids. C'est-à-dire que, il y a forcément une personne avec qui vous êtes peut-être le sponsor ou une personne qui, qui, on va dire, qui est, heu, responsable et en fait, là, je vais appuyer sur un autre point
je vais faire une petite parenthèse, mais qui rejoint, c'est qu'en fait, pour moi, le chef de projet, en fait, le chef de projet, pour moi, c'est un peu un entrepreneur, en fait. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il faut aussi savoir se créer des relations. C'est-à-dire, c'est pas juste je gère mon projet, je vais dans mon coin, je fais mon projet. Non, il faut vraiment savoir se nouer des relations parce que c'est ça qui va permettre, en fait, quand vous avez des recommandations, de pouvoir les faire passer plus facilement. Si vous êtes, entre guillemets, je ne vais pas dire le terme ami parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment de se faire d'avoir des contacts, d'avoir des relations de travail en fait, avec des personnes, et si possible des personnes qui peuvent faire des choix pour que ça puisse remonter en fait, pour que les problématiques puissent remonter. Parce que là, en fait, au niveau du projet, on peut pas, dans ce genre de cas, on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a, on met les moyens en place, les compétences qu'on a pour que ça se passe le mieux possible. Mais après, s'il y a un problème de ressources, donc ça, c'est vraiment, c'est c'est structurel, en fait. C'est-à-dire que c'est la structure. C'est-à-dire que le projet, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de structures. Donc ça va être le budget, ça va être les les personnes. Donc si cette structure-là, elle est pas en place, c'est compliqué. Mais après, on peut sensibiliser. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est d'avoir, on va dire, une personne, qui puisse faire des choix et remonter ce genre de, de choses et si possible parce qu'en fait, moi j'avais déjà j'ai déjà travaillé dans une entreprise où lorsque je remontais un problème à ma chef, en fait, ce qu'elle me disait, ça c'était je pense que c'était un bon conseil. Elle me disait: «Mais je vois rien moi». Tu vois? C'est-à-dire que les comment dire? Ceux qui sont entre guillemets, ceux qui sont en haut, eux, ils voient pas ça. Ils voient pas ce que vous voyez. Donc une manière de leur faire voir, c'est d'avoir des indicateurs, d'avoir des choses qui démontrent que le projet, il est en retard parce qu'il y a pas assez de gens, qui démontrent que le projet, il gère le budget, c'est pas assez et pourquoi? Avoir vraiment pouvoir démontrer, en fait, c'est-à-dire mettre des preuves pour que ça puisse remonter et que pour que ça puisse, Heu, échanger parce que moi j'ai déjà eu ce genre de cas où, voilà, on n'avait pas, de ressources, mais on a mis un un certain nombre de choses en place pour pouvoir démontrer qu'il nous fallait des personnes et ils ont recruté. Donc voilà, donc après ça peut être long, mais c'est voilà, mais en fait c'est une problématique vraiment qui se en fait c'est voilà, c'est un problème qui est très fréquent en fait, donc c'est pas je pense que c'est pas, lié à un pays ou à un secteur, c'est vraiment c'est comme ça parce que les entreprises, elles veulent faire vraiment, le maximum avec peu de moyens. Ensuite la dernière question, je me rappelle plus trop, la fin. Heu, C'était quoi déjà la dernière question? Pour ne pas peut-être écorcher la question, peut-être je donne ce que j'avais compris. Ouais, tu peux juste, Monsieur Amadi Baragnan parlait un peu des difficultés qu'il rencontre lorsqu'il était dans son organisation, où il demande souvent même des documents de base, comme par ah exemple d'accord, la ouais, chef de projet, et il n'en trouvait OK. pas. D'accord, OK. Beh, en fait, là, c'est voilà, c'est un peu la même chose, en fait. En fait, ça rejoint, en fait, la même chose. C'est-à-dire que là, il y a un problème de structure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème de structure. Après, comme je le répète encore, bah, le chef de projet, il fait avec ce qu'il a. C'est-à-dire il fait avec les moyens qu'on lui donne. Heu, Par exemple, cette problématique charte de projet, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent les termes que nous, on connaît, c'est-à-dire que les termes que nous, on a en gestion de projet, ils sont peut-être pas forcément adoptés par tout le monde. C'est-à-dire que quand tu dis charte de projet, moi, je sais de quoi tu parles. Mais peut-être que si tu dis ça à un responsable d'équipe ou une personne qui sait pas, lui, en fait, il va te dire: «Beh, j'ai pas ça». Mais peut-être qu'il a quelque chose qui ressemble. Peut-être qu'il a une présentation parce qu'il y a déjà des projets qui se lancent, juste avec, une presse, en fait. Une presse qui, voilà, qui dit, heu
objectifs, moyens, autres. Voilà, donc c'est pas forcément formalisé comme une charte de projet, mais ça y ressemble. Voilà, donc ça veut dire que là aussi, il y a une pédagogie à avoir, c'est-à-dire faut pas je pense que nous les chefs de projet, surtout ceux qui sont comme nous, qui se forment et tout, on a des savoirs, donc on connaît des choses. On pense que tout le monde c'est ça en fait. Non, c'est vraiment il faut vraiment se mettre en tête que ce qu'on nous on fait, je je nous lance pas des fleurs, mais quand même c'est du travail. Parce que même le fait de se mettre là le samedi à faire ça, voilà, c'est pas tout le monde, qui le fait. Donc ça veut dire que déjà, si tu dis à une personne dans une boîte, c'est quoi un, WBS, je te garantis qu'il y a pas beaucoup de chefs de projet qui savent. Il y a des gens qui se disent, chefs de projet, ils savent pas. Donc ça veut dire que après il y a une manière de présenter les choses. Bon, peut-être c'est pas la source de projet, mais peut-être qu'il y a un document, peut-être qu'il y a même peut-être un mail, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui fait que tu peux avoir ces informations-là pour pouvoir, on va dire, essayer de restructurer les choses. Voilà, c'est toujours dans l'optique de faire le mieux que tu peux avec ce que tu as. Et ensuite, après, si tu veux avoir un impact, voilà, sur, l'entreprise, donc là, c'est ce que je viens de dire, donc là, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment c'est c'est structurel. Ça veut dire que là, c'est vraiment il faut vraiment amener de la pédagogie, en fait, pour que l'entreprise, en fait, c'est-à-dire il faut que ça soit l'entreprise qui change. Parce que même si on dit, parce que moi, j'ai déjà vu aussi des entreprises qui disent, «Bon, on va faire un projet en mode agile». Donc eux, ils ont vu ça peut-être dans un site ou autre et ils se disent, «Mais il y a pas la gouvernance, il y a pas l'état d'esprit, il y a pas l'accompagnement au changement». Donc tout ça, en fait, c'est des choses à mettre en œuvre et ça, c'est au niveau de l'entreprise, en fait. C'est pas c'est Ça peut pas être fait au niveau du projet. Sinon, en fait, c'est trop compliqué. Vous allez vous épuiser à faire des choses au niveau d'un projet. Vous allez essayer, mais il faut vraiment que ça soit la structure. Mais après vous pouvez avoir un impact sur la structure, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment, voilà, avoir de la pédagogie, se faire appuyer par une personne qui a, on va dire, qui a du poids pour que on va dire le changement se fasse. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question, à vos questions. Oui, merci, Yacoba. On a une main levée encore d'Ismaël. On va peut-être te donner la parole et puis après, on pourra faire les annonces pour pouvoir clore le webinaire. Vas-y, Ismaël. Euh, Allô, oui, oui. Vous m'entendez, hein? C'est bon? Oui, Oui. Ok. Non, c'était pour quand même ajouter à ce qu'il a dit. C'est que c'est vrai que il y a des décisions en fait qui viennent du métier, qui viennent de l'entreprise, notamment d'instituer un bon cadre de gestion de projet avec la compréhension de tous les aspects et tout. Après, quand l'on constate qu'il y a certains manquements pour la bonne réussite des projets et tout, je pense qu'on peut être force de proposition, proposer cela en fait à ces responsables-là, métiers, ces responsables avec qui on travaille, pour dire, voilà, j'ai vu telle chose, voici comment on peut améliorer, voici une conduite de changement qu'on peut apporter qui va permettre au projet d'aller plus vite. Donc, c'est des propositions qui peuvent être analysées, revues et si c'est véritablement bon, je pense on peut mettre ça en place même avant même que peut-être le projet commence ou pendant que le projet a commencé, voir quelles sont les alternatives pour voilà, insérer en cours de projet certaines formations et tout. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais ajouter. Voilà. Merci, Ismaël, pour le complément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donnez-nous encore quelques minutes. On va vous partager quelques annonces concernant les activités du chapitre PMI légal. Et je vais partager l'écran. Mike, le VP Communication, est-ce que tu es là pour pouvoir faire cette partie?
Donc, rapidement, j'essaie de partager l'écran. Vous me dites si vous voyez l'écran. Voilà. Je pense que c'est en train de charger. L'idée, en fait, sur cette partie, c'est de donner un peu les activités qui sont à venir euh, pour le compte du chapitre PMI Sénégal. Vous l'avez remarqué, ce webinaire a été évalué, ou est évalué par vous en tant que membres et participants. Donc, donnez vos notes, donnez vos appréciations pour nous permettre vraiment de pouvoir évaluer le webinaire, l'organisation, le speaker et tout ce que vous pouvez peut-être donner comme input dans le but d'une amélioration continue. Ce webinaire également donne droit à 1,5 PDUs. Donc, il faut renseigner votre PMI ID afin que l'équipe derrière puisse vraiment vous délivrer ces PDUs-là dans un délai de 72 heures. Alors, sur les annonces du chapitre, comme première information que nous voulons vous faire part, il y a ce formulaire pour la délégation du PMI Sénégal à Kigali. Et qu'est-ce qu'il y aura à Kigali? C'est la conférence africaine du PMI, qu'on appelle le PMI Global Summit Series Africa, qui se tiendra en fait du 18 au 20 novembre 2024 au Rwanda à Kigali. C'est une conférence où tous les membres et même non-membres du chapitre et de tous les chapitres dans la zone Afrique subsaharienne sont vraiment invités. Et à ce sujet, au niveau du board PMI Sénégal, nous avons mis en place une équipe projet, notamment Ismaël qui a eu à poser des questions et donner un complément en fin de session, pour permettre en fait que tous ceux qui désirent s'y rendre à cet événement, l'équipe derrière puisse vraiment les accompagner, les faciliter en fait le déplacement depuis Dakar à Kigali durant la conférence et également le retour entre Kigali et le pays d'origine qui est Dakar, qui est le Sénégal. Et donc, vous pouvez scanner ce QR code présentement. Sinon, dans le groupe WhatsApp du chapitre, nous avons partagé un lien Google qui vous permet en fait de pouvoir renseigner des informations afin de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut traiter cette demande dans le temps. Et je pense que dans les prochaines étapes, normalement, d'ici la fin de la semaine prochaine, nous allons tenter de mettre en place une réunion conjointe avec vous pour vraiment vous donner les informations que nous disposons et comment est-ce que le voyage, le déplacement pourra se faire de la plus simple des manières. Deuxième information, prochain mois, le mois d'août, nous aurons un webinaire prévu le 24 août 2024 avec comme thème développer l'équipe, enjeux et responsabilités du chef de projet. C'est un webinaire qui sera animé par une consultante également en gestion de projet qui s'appelle Madame Ini Amande Ouattara. Et tous les membres, tous les participants ici sont cordialement invités à cet événement. Donc, la com va certainement commencer début de semaine prochaine. Renseignez le formulaire pour pouvoir vous inscrire et surtout bénéficier de pouvoir suivre cet événement qui sera également enrichissant. Et je pense que même cette thématique est un peu le pendant de ce que nous avons vu ce matin et ça permettra vraiment de pouvoir améliorer nos compétences, toujours est-il, dans la gestion de projet. Une troisième activité que nous soumettons à toute personne qui désire y être. Dans le plan d'action du chapitre PMI Sénégal, nous faisons des immersions dans des écoles parce que nous avons compris que, il est important de pouvoir véhiculer aussi ces bonnes pratiques-là, pas entre nous, professionnels dans les milieux organisationnels, mais de pouvoir le faire depuis la base, même j'allais dire dans le milieu académique. Donc, on a eu à faire une première visite au sein d'une école partenaire du chapitre, qui est l'Exebat. Et le même samedi 24 août, nous le ferons dans cette école qui est ISM. Et tout membre qui désire participer est le bienvenu parce qu'on ira vraiment présenter le chapitre, mais aussi donner vraiment les avantages aux étudiants d'adhérer au chapitre et de montrer un peu quels sont les avantages qui en découlent lorsqu'ils appartiennent à une communauté qui est la nôtre. Et voilà un peu l'objectif recherché à travers cette activité. Une autre activité qui, je mettrai vraiment l'accent là-dessus, c'est la toute première activité en présentiel que nous ferons au niveau du chapitre, qui est le PMID,
qui est une activité que je pense assez traditionnelle pour ceux-là qui sont membres du chapitre depuis un certain nombre d'années. C'est une activité qui va se faire le 31 août 2024 au Radisson Blu Hotel de Dakar et avec comme thème projet de développement communautaire, comment bâtir le Sénégal de demain, comment construire ensemble le Sénégal de demain. Je pense que ce thème regroupe un peu l'ensemble des thèmes des webinaires qui ont été peut-être passés en revue depuis le début de cette année. Et c'est ça, ces problèmes de maturité, ces événements que l'on rencontre dans nos organisations, le milieu académique qui n'a peut-être pas un peu le rapprochement entre la vie professionnelle et ce qu'ils font en année académique, quels sont les métiers de demain, quels sont les secteurs d'avenir où un étudiant devra se projeter lorsqu'il envisage faire une carrière en gestion de projet. À nous également qui sommes des chefs de projet expérimentés de plus de 10, 15 ans, 20 ans d'années d'expérience, comment est-ce qu'on peut arriver à rendre mature nos organisations en termes de bonnes pratiques en gestion de projet? Je pense que ce thème permettra de pouvoir en débattre. Et à cet effet, nous avons comme keynote speaker M. Moustapha Thiam, qui est le DG de cette structure qui s'appelle Ekela Power, auquel il nous partagera un peu le vécu de cette organisation et comment aujourd'hui cette organisation a pu vraiment être ce qu'elle est aujourd'hui. Le droit d'inscription à cet événement en présentiel, il est de 10 000 francs pour les membres et de 15 000 francs pour ceux-là qui ne sont pas membres. Mais nous le définissons, le nombre de places est extrêmement limité. Donc, plus tôt vous vous inscrivez, mieux si vous réservez votre place et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir se rencontrer physiquement afin de pouvoir en discuter davantage sur ce thème, réseauter, faire des retours d'expérience et je pense que ce sera totalement bénéfique pour notre communauté. Et une dernière annonce terminée. Je pense qu'on fera également une activité Youth Social Impact. C'est quoi cette activité? Nous sommes une association à but non lucratif et nous devons également militer dans tout ce qui toucherait ce volet social. Et à ce niveau, il est prévu en date prévisionnelle du 7 septembre 2024 de pouvoir faire un don de vivre dans un orphelinat. Donc, je pense que voilà un peu l'information phare qu'il faut que vous gardiez. Elle est ouverte, cette activité, à tout membre du chapitre et on pourra vous donner plus de détails au fur et à mesure que l'équipe qui est en train de travailler sur cette activité aura toutes les informations possibles, le lieu, l'heure, le créneau, comment est-ce que les choses devront se faire de manière logistique, de manière organisationnelle. Et cela sera également aussi un avantage pour tout. Il faut dire que cette activité donne droit également à des PDOs, même celles en immersion au sein en milieu académique. Et donc, tout membre du chapitre qui participera à ces événements pourra bénéficier de cette PDOs. Donc, voilà un peu toutes les informations que le chapitre PMI voulait partager à l'ensemble de l'auditoire. Je vois des mains levées. On va rapidement les prendre avant de clore la session. On commence par M. Babou Intoy. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Et merci encore pour ce webinaire très, très intéressant et pour le partage. Donc, moi, en fait, je voulais avoir quelques renseignements pour l'intégration au chapitre PMI, voilà, et participer justement aux futurs événements, parce que je suis certifié depuis deux mois et quelques. Donc, je voulais avoir un peu ces informations-là, s'il vous plaît, si possible. Merci. D'accord. Merci pour cette question. Je réponds avant peut-être de donner la parole à M. Ladran Ndiaye. Alors, il y a un formulaire qui est mis dans le chat. Si vous pouvez le renseigner, ça nous permettra un peu de prendre vos coordonnées afin de vous contacter pour vraiment vous aider à intégrer le chapitre PMI Sénégal. Il faut dire que la démarche, elle est classique. Il faut avoir à adhérer au PMI Global avec des frais d'adhésion annuels qui sont de $109. Puis après, une adhésion au chapitre PMI Sénégal qui s'élève à $40. Donc, pour résumer ou pour répondre rapidement à votre question, il suffit juste de pouvoir payer les frais d'adhésion qui sont de $149 afin de pouvoir adhérer non seulement au chapitre global et également au chapitre PMI Sénégal qui est rattaché. Mais renseignez le formulaire et un accompagnement vous sera fait avec l'équipe qui est en place. Allez-y, Monsieur Ladgrand Ndiaye. D'accord, merci. D'accord, merci. Je n'ai pas encore vu le formulaire sur le chat par contre, hein. Souris, tu peux repartager le lien pour que les gens remplissent le formulaire. Merci. Allez-y, Monsieur Ladgrand Ndiaye. OK, merci Michel. Moi, par contre, je suis membre. Maintenant, j'avais juste une question.
c'était par rapport au renouvellement parce que pour moi, ça arrive bientôt en terme en octobre 2024. Maintenant, parce que j'ai regardé sur les différents, mais j'ai pas vu des éléments sur ça. Peut-être, je sais pas si c'est le cadre pour demander ces informations ici, ou bien s'il fallait attendre sur le chat WhatsApp. Maintenant, l'autre élément, c'était par rapport surtout au PMI qui doit se tenir, le sommet de PMI qui doit se tenir en Kigali. Mais ça, peut-être avec, je vais attendre l'équipe projet qui a été bien en place. Peut-être je pourrais intégrer et partager certains éléments là-bas. Merci. D'accord, d'accord. Merci déjà pour ces éléments. Donc, c'est bien effectivement un canal où vous pouvez poser ces questions par rapport à votre renouvellement. Vous pouvez également aussi le faire savoir dans le groupe WhatsApp du chapitre PMI Sénégal. Et normalement, la vice-président membership, Priska Nkolo, pourra vous accompagner. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et aussi par rapport à l'activité où on veut une forte délégation du chapitre PMI Sénégal au PMI Global Summit Series Africa à Kigali. Si vous voulez intégrer l'équipe projet, vous êtes le bienvenu, mais je pense que déjà même dans le groupe WhatsApp, si vous en faites partie, il y a eu un lien qui a été déjà partagé par le chef de projet Ismaël Diawara pour vous permettre en fait de le renseigner et de manifester votre intérêt à y être. Donc, c'est peut-être ces éléments de réponse que je pourrais donner. Mais on garde toujours l'idée de pouvoir répondre sur ces sujets-là via le groupe WhatsApp du chapitre PMI Sénégal. Alors, je pense avoir peut-être donné un peu tout ce que je pouvais dire en termes d'éléments de réponse. Merci à tous et à toutes pour votre présence, votre engagement. Je retiens que vous y tenez bien à développer vos compétences en gestion de projet. Je donnerai un mot pour la fin à notre speaker, M. Yacouba Fofana, et tous ensemble, on essaiera de pouvoir lui faire des émoticônes en termes de remerciements pour vraiment le temps, la disponibilité, la préparation du support, les interactions. Je pense qu'on a eu à travailler avec lui plus d'un mois pour vraiment préparer cet événement et j'espère que cela a été très bénéfique pour chacun d'entre vous. Donc, Yacouba, je te donne peut-être un mot de fin pour l'ensemble des participants et après, on pourra clore le webinaire. Ok. Attends, j'ai juste une question, parce que là, je vois qu'il y a, dans Teams, il y a 36 participants, et je vois qu'il y a, en direct, il y a 34. Des personnes qui sont en C'est juste toi et moi qui ne sont pas comptés dans le direct, parce qu'on est un peu une d'accord, ok. casquette d'organisateur et des présentateurs. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, déjà, pour moi, c'était vraiment un plaisir d'animer ce webinaire. Déjà, je tiens vraiment à remercier l'équipe du PMI, que ce soit Michael, que ce soit Sori, que ce soit les autres personnes. J'ai trouvé vraiment que l'organisation était vraiment très, très bien faite. Vraiment, c'était très, très bien fait. C'était très, très carré. Donc, on a bien travaillé pour que tout soit prêt pour le jour J. Donc, moi, c'était vraiment un plaisir de faire ça. Déjà, la préparation, c'était un plaisir de réunir les bonnes informations, de vous donner le maximum de plus-value. Et aussi, aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment que les interventions, les questions ont été très pertinentes. Donc, ça permet vraiment d'avancer sur notre métier. Je pense qu'on est tous dans la même optique, c'est à chaque fois d'évoluer, d'apprendre, pour être de plus en plus d'être meilleur et ça va se retranscrire dans notre entreprise et aussi ça va se retranscrire sur le pays. Donc je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Donc merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Et j'espère vraiment que que ça vous a été très bénéfique et que vous en avez tiré des bonnes choses. Donc je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Yacouba. En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'avoir travaillé avec vous.
Je viens de remettre également le formulaire pour évaluer ce webinaire et également remettre vos PDOs, vos PMI ID pour en bénéficier et également toutes vos requêtes dont vous avez fait savoir M. Babou Ndoye et M. Lagrand Ndiaye. Alors, merci à tous. Passez un Merci pour excellent le partage. week-end et rassurez-vous, la présentation vous sera partagée d'ici là. Allez, bon week-end à tous. Merci à tous. Au revoir.